Donc, je m'appelle Baptiste, je suis naturopathe, accompagnateur de jeunes et je pratique aussi le Tao et le Tantra. Et j'ai commencé à faire des retraites Vipassana depuis 2016. Ça consiste en fait en 10 jours dans un centre de méditation où on va commencer la journée vers 4 heures. Enfin, on se lève à 4 heures, on commence à 4h30 et on part pour à peu près 10 heures de méditation avec 1h30 d'enseignement. Donc on reste à peu près 12 heures assis. On termine vers 9h, 9h30 le soir. Et donc on reste 10 jours en silence avec soi-même. Et on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on n'a pas le droit de communiquer avec les autres, on peut juste parler à l'enseignant si on a des problèmes. On a 2 repas par jour, le matin et le midi. L'après-midi, il peut y avoir une collation pour les nouveaux, pour ceux qui arrivent, et puis pour les anciens étudiants, c'est une tisane. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la méditation Vipassana, donc l'idée c'est de... Vipassana, ça veut dire la vision profonde. C'est voir les choses telles qu'elles sont. Et il y a différentes traditions qui proposent ces retraites. Moi, principalement, ce dont je parle, c'est la tradition de Goenka. Elle est très répandue dans le monde. Mais je l'ai aussi pratiquée avec le bouddhisme tibétain. Et donc, eux, ils vont proposer une structure un peu différente. On n'a pas le droit de parler, c'est une retraite silencieuse aussi, de 10 jours aussi. Mais on commence plus tard, on commence à 7 heures du matin, et on alterne des méditations marchées et des méditations assises. Donc pour moi, ça a été un vécu différent. Et ça vient en fait du bouddhisme, cette méditation. Et la tradition Goenka, elle a épuré un peu ce qu'on peut trouver dans des traditions comme le bouddhisme tibétain. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette méditation. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de danse ou de prière ou de folklore qu'il peut y avoir dans le bouddhisme tibétain. C'est vraiment épuré, c'est méditer assis, et ni plus ni moins. En réalité, il y a d'autres choses quand on commence à pratiquer, mais ça reste très simple, très épuré, quoi. Bah moi, en fait, je suis attiré par me rencontrer moi-même, toutes les expériences qui vont permettre que je me rencontre moi et aussi me challenger, hein. Il y avait une idée un peu challengeante, parce que la première fois que j'en ai entendu parler, ça devait être en 2008-2009. J'avais pris des gens en stop, c'était un couple d'Allemands. Moi, j'allais à l'entraînement, et en fait, on les revoit, non même pas, moi je leur propose de dormir chez moi en fait, parce qu'il était tard le soir, ça allait être galère pour eux, je leur dis je vous mets sur l'autoroute demain, ce sera plus simple. Donc ils viennent dormir à la maison et ils me parlent qu'ils vont vers Auxerre, parce que le centre principal en France, c'est près d'Auxerre. Et ils me disent qu'ils vont là-bas et faire une retraite de 10 jours de méditation en silence et tout. Alors moi, la première fois que j'entends ça, je me dis, c'est quoi, c'est fou. Pourquoi passer 10 jours seul à méditer? C'est quoi la méditation? J'avais un peu entendu parler, mais pas plus que ça, quoi. Et en fait, il me raconte, quoi, alors je sais plus s'il avait déjà fait ou pas, mais en tout cas, c'était... je les ai trouvés très simples, très joyeux, et curieux, et pas du tout endoctrinés dans quelque chose, où j'ai senti très ouvert, et ça m'a mis la curiosité. Je me suis dit, waouh, une expérience comme ça doit être assez fou, quoi. Et alors, j'étais pas prêt pour le faire, hein, clairement pas. Mais c'était une graine qui était plantée en moi, en fait. Et j'ai senti qu'au fur et à mesure des années, bah, ça m'a parlé de plus en plus, et j'ai rencontré d'autres personnes qui en faisaient. Et en 2014, je me suis inscrit la première fois en Australie. Sauf qu'en fait, j'y ai pas été parce que j'ai trouvé un boulot en parallèle juste avant, et j'ai préféré aller travailler que faire ça. Mais bon, c'était aussi un peu une fuite parce que derrière, pour moi, j'avais quand même une peur d'y aller, quoi. La peur de je vais souffrir, ça va faire mal, 10 jours assis. Et en fait, une des plus grosses peurs, c'était que j'avais peur de péter un câble, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti et
dynamique, quoi. Rester en place pendant 10 jours assis, je me suis dit, je me voyais en fait me lever en plein milieu du séjour et péter un câble et dire je me casse, c'est quoi ce délire? Mais quand même, je me suis dit, et comme il y avait la possibilité de partir, hein, je veux dire, on n'est pas enfermé, c'est pas un truc militaire, voilà, si au bout de 3 jours ça va pas, on peut partir. Donc je me dis, voilà, ça me coûte rien, quoi. Et en plus, dans la tradition Goenka, euh, c'est un don en fait. C'est-à-dire que ce séjour nous a été offert par d'autres personnes qui sont venues. Et donc nous, on fait un don seulement si on a fait les 10 jours. Donc si je m'en vais au bout de 5 jours, j'ai rien à payer, quoi. Donc, la pince que je suis. Non mais voilà, en tout cas, je me suis dit que ça me coûte rien aussi financièrement. Il n'y a rien d'engageant. Si jamais je me barre au bout de 3 jours. Et donc j'y étais. J'y étais, mais j'y étais en mode déterminé, quoi. Moi, c'est comme ça, c'est ma façon d'être pour aller vers des choses qui me font peur. Il faut que j'y aille en mode guerrier, en mode si je meurs, quoi. Et vraiment, je me suis dit ça, parce que j'ai vraiment senti que ça allait être confrontant et que ça allait être difficile. Et surtout, quand j'écoutais les gens, il n'y a personne qui me disait que ça a été le paradis pendant 10 jours, ouais, trop bien et tout, j'ai jamais entendu ça. C'est toujours à des moments des choses qui sont confrontantes pour des personnes. Après, je précise que moi, mon expérience et même celle des autres, on a une tendance à comparer. Enfin, moi, c'est ce que je voulais. C'était OK, j'entendais des gens me dire que c'était douloureux et en même temps qu'ils ont connu des états aussi magnifiques, ça leur a apporté énormément. Donc ça me poussait à y aller aussi. Mais chaque expérience est différente. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et en fait, à chaque fois, c'est différent. Et même à des moments où je sens que je suis tranquille, que comme je l'ai fait plusieurs fois, ça va aller et tout, et ben les 2 dernières fois, surtout l'avant-dernière, j'ai voulu partir, tellement c'était dur, quoi. Donc en fait, ouais, c'est une expérience propre à chacun. Mais la première fois, c'était particulier, c'était en Inde. J'ai fait ça, j'étais en voyage, ça faisait quelques années que je voyageais. Je me retrouve à Tiruvannamalai, et il y a un centre là-bas, et c'est parti, quoi. Je trouvais que l'Inde, c'était parfait aussi comme contexte pour commencer ça. Et ça a été première expérience. C'est tellement de couleurs, en fait. Moi, j'ai connu des moments, je sais pas si je peux dire de grâce, quoi, ou de félicité, qui étaient magnifiques, alors même que j'étais assis. C'était ça qui était fou, en fait. Et en même temps, j'ai connu des moments de colère et de haine, même de rage intérieure, alors même que j'étais tout seul assis, quoi. Ce qui est drôle, en fait, c'est d'un côté, si on me regarde de l'extérieur, bah, je suis assis, je fais rien de spécial. On peut se dire, le mec, il est tranquille, il est assis, quoi. Mais intérieurement, c'était un volcan. Enfin, à des moments, j'étais avec de la colère, je repensais à plein de choses, au fait, de mon passé, et moi-même, il y avait une part de moi-même qui m'observait et qui se disait, mais comment c'est possible d'être autant en colère, alors même que ça fait 5 jours que je suis assis, que personne ne parle, et personne qui me fait chier, on me donne à manger en plus, tu vois. Enfin, comment c'est possible de vivre Et ça a été une prise de conscience par la pratique que c'est vraiment mon monde intérieur qui régit mon bien-être, en fait. C'est pas l'extérieur. Avant, j'avais encore tendance, même si je le savais, que changer le monde en changeant soi-même, etc., toutes les grandes phrases, là, oui, c'est bien beau, ça. Et je l'avais quelque part déjà intégré dans ma tête, mentalement. Mais là, c'était pas la pratique. Et j'ai vu qu'en fait, à des moments, le paradis et l'enfer, c'est maintenant. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai côtoyé l'enfer. Et d'une certaine façon, où j'ai compris que c'était moi qui créais ça, en fait, quoi. Enfin, qui créait. C'est relatif ce que je dis, parce que à la fois c'est moi, à la fois c'est pas moi, en fait. C'est aussi mon histoire, mon conditionnement. Dans le bouddhisme, on va parler, dans la tradition Goenka, on parle comment ils appellent ça? En gros, c'est des réminiscences de ma vie actuelle, mais de vie aussi antérieure. Comme le karma, en fait. Il y a un karma qui revient, et des sankaras, voilà. Ils appellent ça des sankaras. Sankara, c'est
bah là en ce moment je vis justement un tourment, et ce tourment il est peut-être dû aussi à des choses négatives que j'ai faites par le passé, qui sont des conséquences en fait. Et l'idée de la méditation vipassana, c'est d'observer ce qui se passe sans être pris là-dedans. De développer cette équanimité. L'équanimité, ça veut dire accueillir les choses telles qu'elles sont. C'est ni bien ni mal. Et ok, j'ai une douleur, et ce qui se passe habituellement, en tout cas chez moi, bon après on fonctionne un peu tous pareil, donc. Mais en tout cas, je vais parler pour moi, bah, j'observais une douleur, et moi, dans mon mental, je commençais à créer une souffrance. C'est-à-dire, ouah, j'ai mal, si je continue comme ça, je vais abîmer mes tendons, je vais abîmer mes muscles, je vais pas pouvoir me relever facilement, je suis en train de me faire du mal, enfin voilà. Et en fait, tout ce brouhaha mental, à force de l'observer, finalement, ça se dissout. Et c'est comme un nuage en fait. Vraiment, la métaphore du ciel, c'est ça. C'est-à-dire que les pensées, les jugements que je vais porter sur ce que je ressens, si je les observe comme des nuages qui passent, et ben au bout d'un moment, les nuages, ils passent vraiment. Si par contre, le nuage de cette souffrance et sur cette douleur de genou, c'est un nuage qui passe, mais je reste dans ce nuage. Je me dis, et je fais du ressassement. Ouais, en fait, c'est pas bien. Et c'est quoi cette. Et ça est arrivé, hein. Enfin, moi, j'ai vécu ça pendant mon premier stage, où à des moments, je remettais en question. J'étais en train de. La retraite, j'étais là, mais en fait, c'est comme des militaires, là. On est poussé à bout, on a très peu de sommeil pour nous reconditionner. Et le mec, il nous balance des enseignements, mais en fait, moi, je sentais qu'au niveau de mon esprit, j'étais très vulnérable et sensible, en fait. Donc, forcément, tout ce qu'il me dit, j'ai l'impression de l'ingurgiter de manière puissance 10, quoi. Et là, j'étais là, je suis, en fait, c'est un reconditionnement de ouf, tu vois. Et d'un côté, j'avais des peurs qui s'activaient en me disant, est-ce que je ne vais pas finir endoctriné, en fait, dans ce truc-là, quoi. Et, euh, et donc, voilà, il y a tout le mental qui s'active, et à des moments, bah, l'observation de ce mental, à des moments, pour moi, n'était pas possible. J'étais pris dedans, mais c'est ça qui est intéressant dans cette retraite, c'est que pendant ces 10 jours, il y a tout l'espace pour aller voir ça. Donc à des moments, je vais l'observer, ça va être bien, ça passe. Et là, entre guillemets, c'est agréable. Mais même les sensations agréables, l'idée, c'est pas s'attacher à ça. C'est de toujours rester équanime. Donc c'est une position radicalement différente avec le quotidien. Parce qu'au quotidien, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, bah, toutes les situations qui ne me plaisent pas, généralement, j'ai une aversion. Donc c'est-à-dire que je cherche à les fuir, quoi, à ne pas les vivre. Et quand il y a des situations plaisantes, bah, il y a une avidité, c'est que j'en veux toujours plus, quoi. Et donc là, c'est un peu sortir de cet esprit bien-mal, agréable, désagréable, et puis d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Et vraiment, c'est une pratique qui demande du temps. Et, et je pense que si je ressors avec des maîtres mots, c'est douceur, tolérance et souplesse. Pour moi, ce qui a été important pour pouvoir passer tout ça, c'est à la fois d'être radicalement déterminé à rester en place, à pas partir, etc. Et en même temps, dans ce qui se passait et qui était douloureux, bah, de mettre de la douceur, de la tolérance et de la souplesse. Euh, M'accueillir comme je suis, et bah ouais, je suis en souffrance. Et c'est ok, quoi. Et au fur et à mesure, en fait, avec cette détente, et bah, l'accueil se fait de plus en plus facile, aisé, quoi. Et ça aide énormément en fait. Au quotidien, on est beaucoup moins. Enfin, moi j'étais moins réactif. Je me rappelle quand je suis sorti de Vipassana, je prends un bus en Inde. Donc les bus ils sont remplis quoi. Et à un moment c'était vraiment rempli de chez rempli quoi. Et là il y a un mec qui arrive avec des bottes de foin. Moi je me dis ça passe pas. En Inde, il regarde, il fait, ça passe. Il se pose même pas la question en fait. Et là, tu as tout le monde qui se bouge pour laisser de la place, on rentre les bottes de foin, il y a tout un bruit, des odeurs, enfin l'Inde quoi. Et on était avec d'autres étudiants et on se regarde et on avait un sourire du genre c'est comme ça et la magie elle est là en fait. Même s'il y a du bruit, il y a des gens qui communiquent. Enfin, c'était un peu un chaos, entre guillemets, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé chouette parce que
ça donne moi, ça m'a donné une sérénité à des moments, à toute épreuve, quoi. Vraiment, à des moments, je pensais vraiment qu'il pourrait y avoir l'apocalypse. J'étais en capacité d'accueillir ça, quoi. Et en même temps, on goûte à une notion qui est primordiale chez les bouddhistes, mais qui est primordiale pour tout le monde, parce qu'en fait, c'est une loi de la nature, qui s'appelle l'impermanence. Donc, c'est-à-dire que même cet état où je suis complètement serein, où je crois qu'il peut y avoir l'apocalypse qui arrive, à un moment, ça va s'arrêter. Et à des moments, je vais retrouver un état où là, je suis anxieux, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai pas la capacité de dépasser ça, toutes ces peurs, etc. Et c'est quelque part, c'est ce qu'on peut vivre finalement au quotidien, mais en manière condensée. Et que dans ces retraites Vipassana, on a l'espace pour aller observer ça. Alors qu'au quotidien, moi je fuis à des moments. Il y a un truc qui me plaît pas, ou un truc, je me mets une vidéo qui me fait du bien, je vais à la piscine, je vais voir des copains, je me mets de la musique. Et là, non, en fait, en retraite Vipassana, je suis obligé de rester avec ce qui m'emmerde, quoi. Et donc, il y a aussi un autre principe. En fait, on est accompagné. Ce qui est chouette, c'est qu'on est vraiment accompagné. Les 3 premiers jours, c'est une méditation particulière pour développer les ressentis. Et ensuite, après, on passe à vraiment comme un body scan, si vraiment on scanne chaque partie. Mais il y a aussi des enseignements qui sont, pour moi, fondamentaux, qui sont, par exemple, c'est la désidentification. C'est-à-dire qu'à un moment, essayer de développer un non-attachement vis-à-vis de ce que je vis. Ok, là je suis anxieux, mais quelque part c'est pas moi en fait. Et plus je m'identifie à ça, plus je dis ah ouais je suis anxieux, etc. Bah, plus je suis attaché et plus je vais souffrir. Et ça marche pour les choses qui sont pas agréables, comme la souffrance, l'impuissance, etc. Mais aussi pour les choses positives. Moi par exemple, je fais des massages, des consultations, j'ai des gens qui me donnent des retours très positifs, vraiment avec des yeux comme ça. Et bah, je m'attache pas je réceptionne, ça me fait énormément plaisir. Mais de manière... je vois mon ego qui est flatté, mon besoin de reconnaissance qui est nourri, et je le vois, je l'observe, mais je m'y attache pas. Et ça, c'est vraiment chouette pour moi parce que ça me permet, en fait, derrière, ce qu'il y a un mot, c'est la liberté, en fait. C'est vraiment c'est une voie de liberté. Et les bouddhistes, si on prend le paradigme bouddhiste, eux, leur quête, c'est l'illumination, c'est le nirvana. Sortir du cycle des souffrances. Et c'est quoi le nirvana? C'est la liberté. Donc, si on prend des mots plus simples, voilà, c'est la liberté. Et je pense on l'a tous touché plus ou moins, même sans avoir médité. C'est pour ça qu'on est attiré par la méditation, et que depuis 20 ans, ça connaît un essor en Occident de fou, parce que en parallèle de cet essor pour la méditation, il y a aussi beaucoup plus de technologie et d'écrans partout. Et ça nous coupe de nous-mêmes, d'une certaine façon. Et donc, il y a une part de nous qui ne se retrouve pas là-dedans et qui a envie de retrouver quelque chose de simple, d'essentiel, de retour à soi. C'est pour ça que la méditation, elle connaît, en tout cas, c'est une des raisons, je pense, il y en a plusieurs forcément, mais qui fait que beaucoup de gens sont intéressés et pratiquent parce que c'est un retour à soi, à l'essentiel. Et je pense qu'on a tous cette quête de liberté intérieure, en fait. Même si on regarde les riches, qu'est-ce qu'ils cherchent à travers le pouvoir, à travers... En fait, c'est une liberté. Enfin, y en a qui disent moi, je veux faire ce que je veux quand je veux. Derrière, c'est une quête de liberté. Le problème, c'est que ils sont sur l'aspect extérieur, donc illusion, parce que la quête, elle est intérieure. Et c'est ce que disait le président sud-africain, Nelson Mandela, que quand il était dans un 9 mètres carrés, en prison, lui, il se sentait libre. Donc c'est vraiment pas une notion de je fais ce que je veux quand je veux, parce que lui, il pouvait pas, mais il se sentait libre. Donc pour moi, la liberté, c'est une notion intérieure.
Alors, pendant 10 jours, il se passe vraiment plein de choses parce que moi, mon cerveau, à des moments, quand je sens des douleurs, une des fuites, ça va être de partir dans l'imagination. Et quand je suis bien dans mon imagination, j'ai vraiment l'impression de vivre un film. Ce qui était fou, c'est que, par exemple, je retournais dans mon collège et j'étais comme si j'étais en vision avec un drone et que je voyais tout à l'intérieur, en fait. Je revoyais aussi les visages de mes copains, de mes copines, des profs, et je voyais tout en détail. C'était impressionnant, ça m'a bluffé. C'est la première fois que j'avais des souvenirs aussi clairs, en fait. Après, je voyais que je sortais de l'observation de mes ressentis corporels, mais qu'à des moments, j'en avais besoin, parce que c'était tellement dur, à des moments de rester concentré, etc., et le cerveau, il développe cette capacité à... En tout cas, moi, j'ai développé cette capacité à partir dans l'imagination, à la fois l'imagination, donc quelque chose qui n'existe pas, et à la fois les souvenirs. Donc ça, c'était chouette, de retourner dans mon enfance et tout, ça, j'ai kiffé. Bon, il y a de retourner aussi dans des scènes un peu plus érotiques, si on peut dire aussi ça comme ça. Donc ça c'est des trucs enfin moi, qui me plaisantent et qui mettent aussi des endorphines, je sens, et qui me détendent. Enfin, c'est comme si mon corps le réclamait, et c'était un moyen d'avoir ces endorphines. Mais après, je suis repassé aussi dans des souvenirs douloureux, ce que je disais tout à l'heure, la colère, la rage aussi, toutes les injustices que je pouvais voir à travers mon quotidien, là où j'habitais, des relations entre profs et des élèves, des profs que je trouvais odieux, racistes, tout ce qui était injustice comme le racisme, ça me touchait énormément en fait. Et puis et des fois, il suffisait de sortir, sur le marché, moi j'entendais des trucs de ouf. Les adultes qui font des leçons, et moi en tant qu'adolescent, nous on est là, on ne demande rien, on se fait bâcher de tous les côtés, on nous prend des fois pour de la merde, aucune considération, très jugeant. Et moi à des moments j'en ai souffert, et en fait j'ai développé aussi une colère vis-à-vis de certains adultes, des costards cravates. Pour moi, qui étaient responsables, tout comme les riches et les politiques, qui étaient responsables de la misère du monde. Et moi, pendant un temps, quand j'étais adolescent, des fois, je réfléchissais à comment reformer Action Directe. Action Directe, c'est un groupe extrémiste de gauche, là, dans les années 80, qui séquestrait des patrons. Et en fait, parce que moi, dans mes pensées, c'est ça que j'avais fait à une certaine époque, et c'est revenu pendant ces méditations. Et c'est là où ça m'a fait peur, parce que je me dis, putain, c'est encore là ou pas? Parce que j'avais la haine, quoi. Je me voyais comment kidnapper un politique, et comment... Même tuer, je pensais que c'était trop facile. Le mec, il meurt, il a plus rien, en fait. Et moi, j'avais envie de le faire souffrir, en fait. Donc, arriver à ces pensées-là, quand j'étais adolescent, voilà. Mais là, revivre ça, alors même que ça faisait des années que j'avais quitté ces pensées, je me suis posé des questions, quoi. Est-ce que je suis pas... Ça y est, je suis un psychopathe ou quoi? Mais voilà, c'est vrai que c'est... Et en même temps que je les revisitais, je les revivais pas de la même manière. Et c'est ça où c'est intéressant, c'est que finalement, j'avais une distance qui s'était créée vis-à-vis de ces pensées. C'est comme, là, je les voyais beaucoup plus comme un nuage, et puis, ok, ça passe. Et comme je disais, j'étais accompagné aussi pour pouvoir les accueillir et ne pas juger, en fait. Et en développant cette capacité d'accueil sans jugement, ça passe beaucoup plus facilement. Par contre, si je me dis que ah ouais, mais c'est une partie de moi, comment ça se fait que je vis ça, etc., toutes ces questions, je suis en train de créer un lien avec elle. Et plus je crée un lien, plus je cristallise aussi ce lien, quelque part, d'attachement. Et donc l'idée c'était de laisser aller, et puis en fait ça s'en va. Donc voilà, après j'ai connu aussi des moments inverses, vraiment d'extase ou de plénitude, des sensations de connexion à tout le monde, de joie profonde, mais de joie tranquille. C'est pas une joie exubérante, c'est une joie... je crois que c'est des trucs de... le plaisir d'être en vie, quoi. La joie de vivre, en fait, quoi. Et la gratitude de, putain, c'est un moment, c'est un truc divin, en fait. C'est une chance exceptionnelle, quoi. Et à un moment, c'était... et tout ça sans rien faire, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. C'est tout ça en restant avec moi-même. Et tous ces trucs qui viennent, qui s'en vont. Donc
Ouais, voilà un peu les anecdotes. Après, j'en ai une il y a 3 ans. J'ai fait ça avec un copain. Et c'était son anniversaire, pendant le séjour. Et donc là, moi, j'avais un besoin de célébrer et puis de lui dire, tu vois. Et je savais que c'était pas possible de communiquer avec lui. Et là, hasard ou pas, au moment du repas, je vois qu'il est assis à une table et à côté de lui, il y a une place libre. Donc je la prends. Et là, j'étais avec une banane pour le dessert, quoi. Et là, je me dis, vas-y, je lui donne ma banane pour lui offrir un cadeau, quoi, pour lui souhaiter mon anniversaire. Quoi. Je fais juste ça, quoi. Je me dis, je fais juste ça et tout. Mais la communication est interdite, quoi. Et donc, j'étais vraiment, pendant tout le repas, avec cette dilettante d'un côté, j'ai envie de le célébrer et puis de lui faire un petit clin d'œil, tu vois, offrir ma banane, et de l'autre, respecter le cadre, et puis voilà, est-ce que je peux rester avec ça et être tranquille, et puis ne pas être dans une obligation de faire quelque chose. Et voilà, et finalement j'ai pensé j'ai rien fait, j'y ai pensé fortement, et après je me suis dit, bah, peut-être que par la pensée, et on en a reparlé après, on en a rigolé, parce que lui aussi, il avait aussi, pas forcément pendant ce jour-là, mais des envies de communiquer, des envies d'avoir un petit clin d'œil pour l'autre, mais voilà, c'est silence, on reste avec soi, mais c'est une expérience à faire intéressante, je trouve, entre amis et entre compagnons aussi, je pense. Ouais. Parce que quelque part, c'est partager une intimité. Moi, j'ai partagé une intimité avec mon pote là, dans un silence. Et quelque part, c'est l'extrême opposé de on tchatche tout le temps, on s'arrête jamais. Et quand on s'arrête de parler, quand on est en présence avec quelqu'un en silence, et qu'on arrive à garder ce silence, il y a une autre connexion et un autre lien qui se fait, pour moi en tout cas. Et, et je trouve que c'est un lien qui peut être vraiment de qualité, quoi. D'être en présence sans jugement pour l'autre. Ah bah il y a des tentations, ouais, mais moi ce que je vois c'est que j'aime bien observer. J'observe les gens à des moments, mais pas quand ils me regardent en fait. C'est pendant les enseignements généralement je regarde je regarde les gens. J'aime bien regarder aussi les femmes et sentir. Bah ouais, bien sûr je ressens ce besoin d'être en lien, mais ce qui est chouette, c'est de pouvoir arriver à l'observer. Et moi, ça m'a permis de développer quelque part une certaine autonomie et une souveraineté. C'est-à-dire que bah, quand j'ai un besoin affectif, et bah, je peux l'observer. Alors qu'avant, je vais chercher à l'assouvir. Et donc, que ce soit avec mon compagnon, ma compagne, ou avec des potes ou des trucs comme ça, bah, je vais pas forcément. Avant, j'allais chercher de la convivialité, du toucher aussi. Et aujourd'hui, je suis capable de rester avec ça, sans être frustré. Parce que putain, moi, je suis pendant longtemps, je me suis considéré comme un frustré de la life, quoi. C'est-à-dire que j'en voulais toujours plus, quoi. Et, et sur certains aspects, je le suis encore, hein. J'en veux toujours plus sur certains aspects, mais je sais aussi me contenter. Et à pouvoir justement avoir ce cadre-là pour observer tout ça et quelque part développer le contentement, moi, putain, ça m'a. C'est pour ça que j'y retourne, hein, parce que c'est pas une partie de plaisir, hein. C'est là où. Alors Christophe André, il en parle très bien, la méditation, je trouve. Et il dit ça, il dit la méditation, c'est pas. Il y a des conséquences qui sont que ça détend, qui sont que ça amène une stabilité émotionnelle, mais ça a un coût, en fait. Observer, poser son attention sur ce qui se passe dans son corps, et à certains moments, c'est douloureux, c'est pas agréable. Mais quelque part, ça m'a aidé. Par exemple, récemment, j'ai vécu des deuils autour de moi, enfin des deuils, des décès, et une présence de la mort avec des amis. Et ben, je vois que je l'ai vécu plus facilement parce que la méditation m'aide beaucoup. Parce que à des moments aussi, je pense à la mort en fait. Je pense franchement, une retraite Vipassana, pour moi, à chaque fois, c'est l'occasion de faire aussi un bilan sur plein de choses qui s'est passé,
d'aborder des sujets voilà, qu'est-ce qui se passe si je meurs demain, quoi. Ou même pas, même là, maintenant, en fait, quoi. Et de toute façon, moi, maintenant, régulièrement, je me pose ces questions-là. Quand je vis une relation que j'aime beaucoup, je me pose cette question, tiens, qu'est-ce qui se passe si elle s'en va demain, la personne? Comment je me sens, là, avec ça? Et ça me permet d'ajuster où est-ce que j'en suis, de voir un peu, faire un peu un état des lieux, quoi. Même si finalement, des fois, ce que je me dis, c'est que je peux avoir ces méditations, qui ne sont pas de la méditation vipassana, mais qui sont plus de la réflexion autour de quelque chose. Mais quand ça va arriver, bah, je serai peut-être plus tranquille avec. Ou pas. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est que anticiper les choses, on peut imaginer différents scénarios où je peux ressentir « Oh ouais, moi je suis tranquille. S'il y a quelqu'un qui m'agresse, je suis tranquille, je vais me défendre et tout. » Sur le moment, je suis pas sûr qu'on puisse réfléchir à... Je suis pas sûr qu'on puisse savoir ce qu'on va ressentir sur le moment, en fait. Mais là, récemment, vis-à-vis de la mort, j'ai été plus tranquille que ce que j'aurais pensé, quoi. Les effets immédiats, c'est un sentiment d'ancrage, de sérénité profond. Après 10 jours, vraiment, il y a un truc où c'est paisible. Une connexion avec son corps et un relâchement dans le corps. Moi, ce que j'avais peur aussi pendant 10 jours, c'est que je fasse de la fonte musculaire du fait qu'il n'y ait plus d'activité physique. Et en fait, j'arrive à un état de détente corporelle qui est tellement profond que quand je faisais des séances de sport après, le muscle étant tellement détendu que quand il se contracte super bien. Et donc, je faisais des trucs, je m'étonnais moi-même. Je fais putain, waouh, la patate et tout. Et ça, c'est agréable à vivre. Stabilité émotionnelle aussi, beaucoup plus. Et dans mon quotidien, je le gère entre guillemets beaucoup mieux, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins dans mes travers de me disperser, de vouloir en faire toujours plus, dans mes critiques aussi vis-à-vis de moi-même, dans mon jugement, mon perfectionniste. Je ressors toujours avec plus de douceur. Et je pense que c'est dans l'évolution, je développe une qualité de présence à moi-même, une présence concentrée aussi, à la fois une capacité à être concentré, mais à être relâché dans la concentration. Donc finalement, être présent, mais ça coûte pas en termes d'énergie, ça coûte de moins en moins en tout cas, d'énergie. Et encore, à des moments, ça peut être coûteux. Et c'est dans ces moments-là, quand c'est coûteux, que je travaille. C'est comme l'entraînement physique, en fait, quelque part. Je sens que j'ai les muscles contractés et tendus, mais c'est là où ça travaille. Un muscle, il se développe quand il y a une atrophie musculaire, en fait, quand il est saturé, quelque part. Et au fur et à mesure, on repousse nos limites. Bah là, c'est pareil. À des moments, j'ai plus le contrôle du tout, je le sais, ça part dans tous les sens. Et ben, j'essaye de remettre de la concentration, de l'attention, de la douceur, de la présence. Et donc cet entraînement, à chaque fois, me permet d'être toujours plus concentré, voilà, d'avoir une présence donc équanime aussi, sans jugement. Et en même temps, surtout l'avant-dernier, j'ai vécu un moment un découragement et un manque de sens. En fait, je vois aussi de mieux en mieux mes tourments, en fait. Mais ça n'empêche pas qu'à des moments, je suis pris dedans. Et là, j'ai été pris dans un truc où, quand il y a quelque chose qui me fait chier, je peux arriver intellectuellement à trouver, à dire que ça n'a pas de sens. Donc je vais dire, ah non, mais ça n'a pas de sens. Donc moi, ça me légitime dans le fait de me barrer. Et donc, et là, ce que j'ai pu goûter, ce qui était chouette, c'est que j'ai eu du soutien aussi de l'enseignant, parce que je lui en ai parlé. Et ce que ça m'a donné, ça m'a redonné la confiance en moi-même et la capacité à accueillir ça, en fait. À accueillir ce découragement et à laisser. C'est ok, j'ai le droit d'être découragé à un moment et de me dire que ça n'a pas de sens, mais sans en trop en faire. C'est-à-dire que là, avant j'en rajoutais, je vois, mais là il y a ça, et puis je me rajoutais des justifications, des arguments, pour ensuite arriver au point où, ok, c'est bon, je me barre. Et là, bah, en fait, j'arrête ce brouhaha mental, je reste avec ma souffrance, physique ou mentale, hein. Des fois, le fait de ne plus être concentré du tout, de plus être... c'est comme s'il y avait un vélo qui tournait à 100 à l'heure, et être avec ça.
Ça tourne à 100 à l'heure. Voilà. Donc, toujours cette capacité d'accueil, finalement, équanime, qui se développe. Ouais. Ces moments de méditation sur moi aussi, ça me permet, à des moments, de voir des pensées où je vais juger à l'extérieur, des choses que moi-même je fais. Sauf qu'à des moments, je ne le vois pas, en fait. Et ça me permet à des moments de prendre conscience que, ah ouais, mais en fait, moi, là, je suis en train de juger un tel parce que, justement, il juge très rapidement. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de juger très rapidement aussi. Et donc, c'est se rencontrer dans ces tourments et puis, finalement, de les mettre en lumière et de développer une capacité à se désidentifier de ça et à laisser aller et avoir une capacité à accueillir ça sans jugement. Même avec, moi j'aime bien la notion de douceur et de sourire intérieur aussi, mais ça c'est un peu plus dans le Tao, on développait, mais même le Bouddha, des fois on voit qu'il a un petit sourire comme ça, c'est un peu cette attitude-là aussi de présence douce et aimante quelque part. Et j'aime bien développer ça en méditation pour moi-même parce que j'en ai énormément besoin. Et que ça m'aide beaucoup dans ma liberté et dans ma capacité justement à être en lien avec l'autre. En fait, si vraiment, moi je fais pas ça pour moi, bien sûr que je fais ça pour moi, mais ce que je vois, c'est que ça m'aide à être en relation avec les autres humains, mais aussi avec la nature, avec la vie en général, avec le deuil, avec la mort, avec le handicap, avec l'impuissance, avec la maladie. Et tout ça, ça me permet un autre rapport au monde en fait. Et c'est ça qui me plaît. Même un rapport, ok, on a un monde qui écologiquement est en train de se dégrader, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'agis? Et je ne crois pas que si j'étais encore sous l'effet intense de mes émotions du passé, dues à mes blessures d'injustice, à mon besoin de reconnaissance, et que je n'aurais pas mis la lumière que j'ai mis un peu déjà dessus, même s'il me reste beaucoup de chemin, je pense pas que mon action dans le monde, elle aurait été meilleure. Je pense que mon action au monde, je la trouve à mon quotidien, pour moi, pour mon environnement et pour le monde, je trouve qu'elle est meilleure avec la pratique de la méditation. Mais sans réfléchir, quoi. Donc militer ou méditer, c'est une question qui se pose pas. C'est militons et méditons. Voilà. Et militons chacun allant à ce qui nous paraît juste. Et méditons à chacun ce qui nous paraît juste. Il n'y a pas forcément besoin de faire des méditations, des retraites méditatives de 10 jours. Moi, je sais que j'aime bien, j'ai commencé aussi par ça, entre guillemets, parce que j'en ai fait un peu avant, dans des ashrams, dans du yoga, etc. Mais moi, j'aime bien les trucs intenses. On y va, on se plonge. Et d'ailleurs, c'est une expérience unique. Je connais des personnes qui font de la sophrologie ou qui méditent de temps en temps. Et c'est pas pareil que de faire un séjour de 10 jours. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont très intéressants à vivre. Donc moi, j'invite à vivre les deux. Et puis à faire ce qui est juste dans son quotidien. Voilà, à des moments, moi, à des moments, je médite tous les jours. À des moments, je médite pas tous les jours et je fais un séjour de 10 jours à certains endroits. Mais généralement, quand je pratique 10 jours, il y a la pratique quotidienne qui revient, mais beaucoup plus facilement. Mais tout est juste et tout est bon. Et que finalement, le chemin de la pratique, il est beaucoup dans la progressivité. Et pour pouvoir accueillir cette progressivité, c'est être tolérant avec soi-même, souple et doux, quoi. Voilà. Qui s'écoutent au plus profond d'eux-mêmes, je pense qu'ils ont les ressources pour le faire, de dédramatiser les représentations qui peuvent se faire, et de développer la foi qu'ils ont en eux, en fait, et que ça va bien se passer, et qu'ils ont les ressources pour ça. Et en fait, il y a plein de choses que je pourrais dire, mais moi, ce que j'aime aussi pour aller dans quelque chose qui peut ne pas me plaire forcément, comme par exemple prendre un jus de radis noir ou jus de légumes qui n'est pas forcément agréable, c'est que quand je vois les bienfaits du jus de légumes et du radis sur l'aspect physiologique, chez Banco, moi je signe, tu vois. Et quand je vois aussi les bénéfices de la méditation, qui sont scientifiquement prouvés, ça me motive d'autant plus. Donc ça, moi, c'est l'autoconditionnement finalement pour se motiver. Mais moi, je pense que tout le monde est capable
développer un peu de détermination quand même et de motivation, et en parallèle d'avoir foi en soi et d'être doux avec soi-même, d'être vraiment doux. Il y a un truc que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est que je me suis confronté à ma rigidité et à mon perfectionniste aussi. Par exemple, à des moments, je voulais pas bouger. Je me dis, on ne doit pas bouger. C'est ce que je me disais. Et à des moments, j'étais voir un enseignant, il m'a dit, mais si à un moment tu sens une douleur qui est horrible, te fais pas plus mal que ça, parce que bouge, change de position. Et la douceur et la tolérance qu'il me donne en me disant ça, me renvoie à moi-même que je suis pas tolérant avec moi-même, en fait, que je suis là à la dure, quoi. Ouais, j'ai mal, c'est pas grave. Voilà. Et donc ça, c'est chouette aussi de vivre des moments comme ça, parce que c'est... Quelque part, il me transmet sa douceur, sa tolérance. Et ça, c'est précieux, quoi. Parce que je peux la vivre, après, pour moi. Voilà.